Au cœur de la chaleur écrasante d'un domaine isolé, une jeune employée de maison entend un gémissement humain provenant du champ de maïs. En allant voir, elle découvre une femme âgée, attachée tel un épouvantail, au bord de la mort et ignorée de tous. Cette rencontre révèle une trame cruelle d'abandon familial et de manipulation silencieuse qui, depuis des années, efface l'existence de cette femme. Mais ce que personne n'attendait, c'est que cette découverte réveillerait des souvenirs, des secrets et des liens du sang enfouis sous le poids du silence. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. La chaleur de juillet s'abattait sur le domaine Sainte-Anne comme un rideau lourd et implacable. Jeanne essuyait la sueur de son front tout en étendant les draps blancs sur l'étendoir à l'arrière de la maison, ses doigts agiles pinçant chaque pièce avec soin. Le tissu se balançait au vent chaud qui apportait l'odeur de la terre chauffée et des vignes gorgées de soleil. Elle soupirait, souhaitant que cette journée se termine au plus vite. Il était presque 15 heures, le pire moment de la journée. Jeanne leva les yeux vers le ciel sans nuages et s'autorisa une brève pensée sur ce que ce serait d'être dans les pièces climatisées de la maison principale. Mais elle chassa rapidement cette fantaisie et se reconcentra sur son travail. Le domaine Sainte-Anne s'étendait majestueusement aux alentours de Bordeaux, au cœur de la campagne girondine, entouré par des kilomètres et des kilomètres de plantations qui semblaient ne pas avoir de fin. Les vignes dominaient le paysage comme un empire vert et pourpre, ondulant doucement lorsque le vent décidait de souffler, créant un murmure constant qui était devenu la bande-son de cette terre. La propriété avait son histoire gravée dans chaque brique, dans chaque arbre centenaire, dans chaque portail usé par le temps. Des générations de la famille Dubois étaient nées, avaient grandi, aimé et quitté ces terres, laissant leurs marques visibles et invisibles partout. La maison principale était un témoignage éloquent des temps de prospérité, une imposante bâtisse du siècle dernier, toute peinte en blanc, qui brillait au soleil comme si elle était faite de marbre. Ses hautes fenêtres en bois sombre, ouvragées par des artisans qui n'existaient de plus, contrastaient élégamment avec les murs clairs. Les larges vérandas embrassaient la construction comme des bras accueillants, offrant de l'ombre et de la fraîcheur lors des journées les plus terribles. C'était une maison qui commandait le respect, qui parlait de pouvoir et de tradition, et qui contrastait fortement avec les hangars de travail disséminés sur la propriété, des constructions fonctionnelles et sans ornement, où la vraie vie du domaine se déroulait quotidiennement. Jeanne travaillait là depuis près de 2 ans, depuis qu'elle avait quitté Clermont-Ferrand un matin pluvieux de mars, n'emportant qu'une vieille valise et le cœur plein d'espoir d'une vie meilleure. À 23 ans, elle rêvait encore de choses qui semblaient trop lointaines pour être atteintes, mais l'emploi au domaine de M. Antoine lui garantissait au moins un toit sur la tête, 3 repas par jour et un modeste salaire qu'elle envoyait religieusement chaque mois à sa mère malade restée derrière elle. Ce n'était pas la vie qu'elle s'était imaginée enfant quand elle rêvait en grand, mais c'était une vie honnête, et cela avait sa valeur. Ce fut au moment où elle pinça le dernier drap sur l'étendoir, ajustant les pinces à linge en bois pour s'assurer que le vent n'emporte pas le lourd tissu, qu'elle l'entendit. Un son faible, presque imperceptible au milieu de tous les autres bruits de l'après-midi, venant de quelque part au-delà de l'étendoir, en direction du champ de maïs qui se trouvait de l'autre côté de la propriété, où presque personne n'allait à cette époque de l'année. Jeanne s'arrêta net, son corps se tendant d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, penchant la tête sur le côté comme un animal en alerte, essayant d'identifier un danger invisible. Le vent? Un animal sauvage? Non. Il y avait quelque chose de différent dans ce son, quelque chose de profondément troublant, qui lui noua l'estomac d'une manière étrange et inconfortable. C'était un gémissement humain faible et étouffé par la distance, mais indubitablement humain, et il y avait en lui une qualité de désespoir qui lui glaça le sang malgré la chaleur ambiante. Elle lâcha le panier de linge sans même y penser, le laissant tomber sur le sol où il resta abandonné, et commença à marcher en direction du son. Ses pas étaient hésitants au début, la peur et la curiosité se livrant une bataille silencieuse en elle, mais à mesure qu'elle se rapprochait et que le gémissement devenait plus clair, plus distinct, quelque chose en elle prit la décision. Elle devait découvrir ce que c'était. Elle devait aider.
Elle traversa la pelouse sèche qui séparait la zone de service de la plantation, ses sandales soulevant de petits nuages de poussière à chaque pas, son cœur commençant à battre plus vite dans sa poitrine. Le champ de maïs s'ouvrait devant elle comme un labyrinthe vertical, les hautes plantes créant des couloirs verts et ombragés qui bloquaient partiellement le soleil impitoyable. Les feuilles coupantes frôlaient ses bras nus tandis qu'elle avançait, laissant de petites égratignures rouges qui brûlaient avec la sueur, mais elle le remarquait à peine. Elle était complètement concentrée sur ce son qu'elle entendait maintenant, avec une clarté dérangeante. Ce n'était pas seulement un gémissement, c'était une supplique. Quelqu'un demandait de l'aide, demandait de l'eau, demandait pitié à quiconque pouvait l'entendre. Jeanne accéléra le pas, écartant les feuilles de maïs avec ses mains tremblantes, la panique commençant à s'emparer d'elle. Qui était là? Que s'était-il passé? Et puis, en tournant après une rangée de plantes particulièrement denses, elle vit. Et son monde s'arrêta. Au milieu de la plantation, attachée à un vieux poteau en bois profondément enfoncé dans le sol poussiéreux, se trouvait une femme. Une dame âgée, les bras levés grotesquement au-dessus de sa tête, dans un angle qui semblait impossiblement inconfortable, les mains liées par des cordes épaisses et rêches qui coupaient la peau ridée, laissant des marques rouges et vives. Son visage était enflé et rouge à cause de l'exposition brutale au soleil, la peau tendue et brillante par endroits où des cloques de brûlure commençaient déjà à se former. Ses lèvres étaient complètement gercées, saignant par endroits, et ses yeux mi-clos semblaient trop enfoncés dans son crâne, entourés de cernes profonds et sombres qui parlaient d'un épuisement extrême. Elle portait une robe simple qui avait dû être blanche un jour, mais qui était maintenant souillée de terre, de sueur et de quelque chose qui pouvait être du sang séché. Son corps maigre et fragile semblait sur le point de s'effondrer sur lui-même, comme si seule sa volonté la maintenait un minimum droite. Ses pieds nus étaient enflés et couverts d'égratignures et de coupures, et autour d'eux, le sol était marqué d'une manière qui suggérait qu'elle avait tenté, à un moment donné, de creuser ou de se débattre pour se libérer. Jeanne sentit ses jambes flageoler dangereusement sous son propre poids. Pendant un long moment qui parut s'étirer sur une éternité, elle ne put absolument rien faire d'autre que de fixer cette vision horrible et surréaliste, essayant désespérément de traiter ce que ses yeux voyaient, mais que son esprit refusait d'accepter comme réel. Comment était-ce possible? Qui, au nom de Dieu, ferait une chose pareille à une autre personne, à une vieille dame sans défense, et là, sur cette propriété qu'elle pensait connaître, où elle travaillait depuis 2 ans? La femme ouvrit lentement les yeux, comme si même ce petit effort représentait un défi monumental au-delà de ses forces restantes, et fixa Jeanne avec une intensité qui transperça l'âme de la jeune femme. Ses yeux, bien que troubles à cause de la déshydratation et de la souffrance, contenaient encore des étincelles de vie, de conscience, d'humanité, qui refusaient d'être complètement éteintes. Ses lèvres gercées bougèrent avec une difficulté douloureuse, et un murmure rauque et âpre s'échappa, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. « De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. » Le mot brisa la transe de choc qui paralysait Jeanne. Elle courut vers la femme d'un pas maladroit, trébuchant sur les racines exposées et les mottes de terre desséchées, manquant de tomber 2 fois sur le court chemin qui les séparait. Ses mains tremblaient tellement qu'elle parvenait à peine à coordonner ses mouvements alors qu'elle essayait d'atteindre les cordes qui liaient les poignets de la vieille dame. Mais elles étaient trop hautes pour elle, attachées avec une force brutale dans un nœud compliqué qu'elle n'avait aucune idée de comment défaire, et ses doigts glissaient sur le matériau rêche sans parvenir à progresser. Elle se mit sur la pointe des pieds, essaya de sauter pour mieux les atteindre, mais c'était inutile. Quiconque avait attaché cette pauvre femme-là avait fait en sorte qu'il lui soit impossible de se libérer seule. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Jeanne, se mêlant à la sueur, tandis que la frustration et le désespoir prenèrent le dessus. La vieille dame gémissait doucement à chaque mouvement de Jeanne, chaque tentative de libération causant plus de douleur à ses poignets déjà à vif. « Je vais chercher de l'aide », dit finalement Jeanne, sa voix sortant étranglée et brisée par les larmes qu'elle ne pouvait contrôler. « Je reviens, je le promets sur ma vie. Vous irez bien, madame, je jure que je vais ramener quelqu'un. S'il vous plaît, tenez bon encore un peu. » Elle ne savait pas si la vieille dame avait compris ses paroles à travers le brouillard de souffrance qui enveloppait certainement sa conscience,
mais elle ne pouvait pas perdre une seconde de plus. Chaque minute pouvait faire la différence entre la vie et quelque chose qu'elle ne voulait même pas envisager. Elle sortit en courant du champ de maïs, comme si le diable en personne était à ses trousses, le cœur battant à un rythme frénétique, les poumons brûlant à force de respirer cet air chaud et sec, les larmes brouillant tellement sa vision qu'elle faillit percuter un arbre en chemin. Elle devait trouver quelqu'un, n'importe qui pouvant aider. Et il n'y avait qu'un seul homme sur cette propriété en qui elle avait vraiment confiance, un homme qui l'avait toujours traitée avec respect et dignité, quand d'autres ne la voyaient que comme une employée sans importance de plus. Antoine était dans son bureau dans la maison principale, révisant des piles de documents d'exportation avec la concentration typique de quelqu'un qui prend ses affaires très au sérieux, quand Jeanne fit irruption par la porte sans frapper, sans demander la permission, sans aucune considération pour le protocole qui régissait normalement les interactions entre employés et patrons. Il leva les yeux, surpris, prêt à réprimander gentiment cette intrusion, mais c'est alors qu'il vit vraiment l'état dans lequel elle se trouvait. Jeanne était complètement défaite, pâle comme un fantôme malgré la chaleur, haletante comme si elle avait couru un marathon, les vêtements souillés de terre et de feuilles, de petites égratignures saignant sur ses bras, et les yeux écarquillés de panique pure et non filtrée. Il y avait quelque chose dans son expression qui fit s'évaporer instantanément toutes les pensées d'Antoine sur l'exportation et les profits. « Monsieur Antoine, implora-t-elle, criant presque les mots entre deux sanglots, « s'il vous plaît, vous devez venir avec moi tout de suite. Il y a une femme attachée dans le champ de maïs. Elle est en train de mourir sous le soleil. Je jure devant Dieu que je n'invente rien, que je ne deviens pas folle. Elle est là, elle a besoin d'aide de toute urgence. S'il vous plaît, croyez-moi. » Antoine fronça profondément les sourcils, essayant de traiter ces mots qui semblaient n'avoir aucun sens. Une femme, attachée, dans le champ de maïs de son propre domaine? Comment était-ce possible? « Jeanne, vous êtes sûre de ce que vous avez vu ?» commença-t-il prudemment en se levant de sa chaise. « La chaleur peut jouer des tours, parfois on voit des choses qui... »« Ce n'est pas la chaleur !» cria-t-elle avec une intensité qu'il ne lui avait jamais vue, l'interrompant d'une manière qui, en d'autres circonstances, aurait été impensable. « Je l'ai vue de mes propres yeux. Je l'ai touchée. J'ai essayé de la détacher, mais les cordes sont trop hautes. Elle a demandé de l'eau, monsieur Antoine. Elle est consciente, mais peut à peine parler. Si nous n'y allons pas maintenant, elle va mourir, vous comprenez? Elle va mourir. » Il y avait quelque chose dans le désespoir absolument authentique de cette jeune femme, quelque chose dans la façon dont tout son corps tremblait, dont ses larmes coulaient sans contrôle, qui fit prendre sa décision à Antoine en une fraction de seconde. Il ne connaissait pas Jeanne comme quelqu'un de dramatique ou enclin aux exagérations. Au contraire, depuis 2 ans qu'elle travaillait ici, elle avait toujours été discrète, fiable, les pieds sur terre. Si elle était dans cet état, alors quelque chose de très grave s'était effectivement produit. « Conduisez-moi là-bas. » « Maintenant, dit-il fermement, attrapant déjà les clés du pick-up qui était accroché à un crochet à côté de la porte. Ils traversèrent la propriété dans un silence tendu et lourd, seulement rompu par le bruit du moteur et la respiration encore haletante de Jeanne, alors qu'elle indiquait le chemin par des gestes nerveux et des pointages frénétiques. Antoine sentait son estomac se serrer de plus en plus à mesure qu'ils approchaient du champ de maïs, un mauvais pressentiment grandissant en lui comme une plante vénéneuse. Quand ils arrivèrent enfin au bord de la plantation et descendirent du véhicule, Jeanne courut pratiquement devant, et il la suivit à travers les couloirs verts qu'elle ouvrait avec détermination. Et puis il vit, et il eut l'impression d'avoir reçu un violent coup de poing directement au milieu de la poitrine, expulsant tout l'air de ses poumons d'un seul coup. « Mon Dieu !» furent les seuls mots qu'il parvint à prononcer, sa voix sortant dans un murmure horrifié. La scène était encore pire que ce que Jeanne avait décrit, pire que n'importe quelle image que son esprit aurait pu conjurer sur la base de ces paroles. La vieille dame, suspendue à ce poteau, semblait plus morte que vive, un épouvantail macabre et cruel, placé là par un esprit malade. Antoine s'approcha rapidement à grandes enjambées, sortant déjà le couteau de poche qu'il portait toujours dans la poche de son pantalon, ses mains tremblant visiblement alors qu'il ouvrait la lame. Il coupa les cordes avec des mouvements rapides mais prudents, essayant de ne pas la blesser plus qu'elle ne l'était déjà. Dès que la dernière corde se rompit, la femme s'effondra complètement dans ses bras,
un poids étonnamment léger comme si son corps n'était plus que des os et de la peau sèche. Il la tint avec tout le soin dont il était capable, sentant ce corps fragile et brisé trembler légèrement contre le sien, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Antoine sentit des larmes lui piquer les yeux. « Jeanne, va chercher de l'eau. »« Vite !» ordonna-t-il, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu à cause de l'émotion qu'il tentait de contrôler. La jeune femme courut jusqu'au pick-up comme si elle avait des ailes aux pieds, revenant en quelques secondes avec une bouteille d'eau minérale qui se trouvait dans la boîte à gants. Antoine soutint la tête de la vieille dame d'une main, l'inclinant doucement, et de l'autre approcha la bouteille de ses lèvres gercées et saignantes. Il les mouilla lentement, la laissant boire par toutes petites gorgées, craignant que si elle buvait trop vite, elle ne s'étouffe ou ne vomisse. Elle déglutit avec une difficulté visible, toussant faiblement, mais peu à peu sa respiration commença à devenir un peu plus régulière, un peu moins désespérée. Ses yeux s'ouvrirent un peu plus, se fixant sur Antoine avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui le troublait profondément. « On va la ramener à la maison, » dit Antoine d'une voix ferme, soulevant la femme dans ses bras comme si elle ne pesait rien. « Jeanne, va devant et prépare la chambre d'amis à l'étage, des serviettes propres, de l'eau fraîche, les fenêtres ouvertes. Et ne dis à personne pour l'instant ce qui s'est passé ici. Personne, compris ? » « Oui, monsieur, » répondit Jeanne, courant déjà devant eux en direction de la maison. Antoine porta la vieille dame avec une délicatesse qui surprendrait quiconque ne le connaissait que comme un homme d'affaires dures. Chaque pas était mesuré, prudent, comme s'il portait quelque chose d'infiniment précieux et fragile qui pourrait se briser au moindre mouvement brusque. Et tandis qu'il regardait ce visage marqué par la souffrance, quelque chose d'étrange se produisit en lui, une sensation troublante de familiarité, comme si quelque part, très loin dans sa mémoire, ses traits lui étaient inconnus. Mais c'était impossible. Il n'avait jamais vu cette femme de sa vie. Il en était certain. Ou pas. Les premiers rayons de soleil entraient par les fentes des rideaux de la chambre d'amis lorsque la vieille dame ouvrit enfin complètement les yeux. Antoine, qui avait passé toute la nuit dans un fauteuil à côté du lit, se réveilla au mouvement subtil du matelas et se leva immédiatement, s'approchant avec précaution. Pendant la nuit, le médecin de famille était venu, avait examiné la femme, lui avait administré une perfusion et laissé des médicaments. Il avait diagnostiqué une déshydratation sévère, des brûlures au 2e degré sur plusieurs parties du corps, un épuisement extrême. Si elle était restée quelques heures de plus sous ce soleil de plomb, elle n'aurait pas survécu, furent les mots graves du docteur avant de partir. Le visage de la vieille dame portait encore les marques de la souffrance, mais il y avait plus de couleur sur sa peau, plus de clarté dans son regard. Elle cligna des yeux plusieurs fois comme si elle essayait de s'orienter dans l'espace, de comprendre où elle était et comment elle était arrivée là. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine, quelque chose changea dans son expression. Une émotion complexe traversa ce visage marqué par le temps et la douleur. « Comment vous sentez-vous, madame ?» demanda-t-il gentiment, sa voix basse pour ne pas l'effrayer. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Elle le fixa un long moment, ses lèvres bougeant comme si elle testait si elle pouvait encore former des mots. Quand elle parla enfin, sa voix sortit faible mais claire. « De l'eau, s'il vous plaît. » Antoine lui servit un verre avec des mains prudentes, l'aidant à s'asseoir partiellement, soutenant son dos avec des oreillers. Elle but lentement, par petites gorgées délibérées, fermant les yeux entre chacune comme si elle savourait le liquide, d'une manière que seule une personne ayant frôlé la mort par déshydratation peut comprendre. Ensuite, elle se renversa de nouveau sur les oreillers, respirant plus facilement que la nuit précédente. « Merci » murmura-t-elle, et il y avait tant d'émotion dans ce simple mot qu'Antoine sentit quelque chose lui serrer la poitrine. « De rien. Savez-vous où vous êtes? Savez-vous qui je suis ?» Elle l'observa de nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ce regard pénétrant. Un mélange de tristesse profonde, d'amour ancien et d'une douleur qui semblait porter le poids de décennies. Quand elle parla, chaque mot tomba dans la pièce comme une pierre jetée dans un lac tranquille, créant des ondes qui s'étendaient dans toutes les directions. « Oui, je sais. Tu es Antoine Dubois, mon fils. » Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait physique, occupant tout l'espace disponible, rendant l'air difficile à respirer. Antoine sentit ses jambes perdre soudainement leur force
et dut s'appuyer sur la table de chevet pour ne pas tomber. Ses mains agrippèrent le bois avec une telle force que ses doigts devinrent blancs. Pendant un long et terrible moment, il crut avoir mal entendu, que la femme délirait, que la déshydratation affectait encore sa pensée. Mais la façon dont elle le regardait, cette intensité d'émotion contenue, fit se retourner quelque chose en lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Non, dit-il finalement, secouant la tête dans un déni véhément. Ce n'est pas possible. Ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Je me souviens de l'enterrement, des gens en noir, de pleurer pendant des jours. Vous ne pouvez pas être elle. »« Tu t'en souviens vraiment, Antoine ?» demanda-t-elle doucement, les larmes commençant à couler sur son visage marqué. « Ou tu te souviens de ce qu'on t'a raconté, de ce qu'on t'a fait croire? Réfléchis bien, mon fils, essaie de te souvenir vraiment. De ma voix qui te chantait des berceuses, des histoires que je te racontais avant de dormir. De la façon dont je te passais la main dans les cheveux quand tu avais peur. » Antoine ouvrit la bouche pour protester, pour tout nier avec véhémence, mais alors quelque chose se produisit. Un souvenir, vague et flou comme une vieille photographie, surgit du fond de son esprit. Une voix féminine chantant doucement une comptine qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. Des mains douces caressant ses cheveux, tandis que le tonnerre grondait dehors. L'odeur de lavande et de savon de Marseille. Des images fragmentées d'une époque qu'il pensait avoir complètement oubliée, ou qui n'avait peut-être jamais vraiment existé. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « J'en étais certain. Tout. Le monde m'a dit que tu étais morte. Mon père, ma belle-mère, tout le monde. Pourquoi aurait-il menti à ce sujet ? » « Parce que c'était plus facile, » expliqua Geneviève, sa voix gagnant en force malgré sa faiblesse physique. « Plus facile de dire que j'étais morte que d'expliquer qu'il m'avait effacée de ta vie, qu'il m'avait éloignée peu à peu, qu'il m'avait interdit de te voir, de te toucher, d'être ta mère. Ton père est tombé amoureux d'une autre femme, Antoine, de Béatrice. Elle était jeune, belle, de la ville, pleine d'ambition et de projets, et moi je n'étais que la simple épouse de la campagne, sans éducation formelle, sans raffinement. Un obstacle sur son chemin pour devenir la maîtresse de ce domaine. Mais mon père n'aurait pas fait ça, protesta faiblement Antoine, même s'il sentait toutes ses certitudes commencer à se fissurer comme du verre sous pression. C'était un homme d'honneur, respecté de tous. Comment aurait-il pu simplement effacer la mère de son propre fils? Les hommes font des choses terribles quand ils sont aveuglés par le désir, dit Geneviève avec une amertume évidente. Béatrice savait exactement comment le manipuler. Elle a semé des doutes sur ma capacité à être une bonne mère, sur ma santé mentale, sur ma pertinence pour élever l'héritier du domaine du bois. Elle a dit que tu avais besoin d'une figure maternelle plus éduquée, plus moderne. Et ton père, faible comme il l'était quand il s'agissait d'elle, a été d'accord avec tout. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Antoine. Une partie de lui résistait encore, voulait encore croire que tout cela n'était qu'une erreur, une cruelle invention. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait, dans les détails qu'elle connaissait, dans l'émotion authentique qui transparaissait dans chaque mot, qui rendait impossible de simplement rejeter son histoire comme un délire. « Raconte-moi, demanda-t-il, s'asseyant lourdement sur le bord du lit. « Raconte-moi tout depuis le début. J'ai besoin de savoir la vérité, même si ça fait mal. » Geneviève prit une profonde inspiration, fermant les yeux comme si elle rassemblait ses forces pour revivre des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer pendant si longtemps. Quand elle commença à parler, sa voix avait une qualité lointaine, comme si elle narrait la vie de quelqu'un d'autre, pas la sienne. « J'ai épousé ton père quand j'avais 19 ans. Il était plus âgé, sérieux, travailleur. Ce n'était pas un mariage de passion, mais de respect mutuel. Tu es né 1 an plus tard et ce fut le plus beau jour de ma vie. Je t'ai tenu dans mes bras et j'ai promis que je te protégerais toujours, que je serais toujours à tes côtés. Mais les promesses, parfois, sont brisées par des forces plus grandes que notre volonté. » Elle fit une pause, buvant une autre gorgée d'eau avant de continuer. « Quand tu avais 5 ans, Béatrice est apparue. Elle était la nièce d'un fournisseur d'équipements, venu passer quelque temps au domaine. Et ton père a été complètement ensorcelé. J'ai vu ce qui se passait, mais je ne pouvais rien faire. Je voyais les regards entre eux, les rencontres cachées qu'ils pensaient discrètes. Et puis, elle a commencé sa campagne contre moi. »« Comment ?» demanda Antoine, les mains serrées en poing sur ses genoux, de manière subtile au début,
Des commentaires sur le fait que j'étais démodé, que je ne savais pas me comporter en société, que je n'avais pas l'éducation nécessaire pour te guider correctement. Elle a convaincu ton père que tu avais besoin d'une gouvernante, quelqu'un de plus qualifié que moi. Peu à peu, j'ai été écarté. Des décisions concernant ton éducation. Je ne pouvais plus choisir tes vêtements, ta nourriture, ta routine. Béatrice faisait tout cela, tandis que j'étais réduite à une présence de plus en plus invisible dans la maison. Et que disait mon père à ce sujet? Antoine parvint à peine à murmurer. Au début, il faisait semblant de ne pas remarquer ce qui se passait. Puis, quand je l'ai confronté, il disait que c'était pour ton bien, que je devais comprendre que tu avais besoin de plus que ce que je pouvais offrir. Et puis, quand tu avais 7 ans, elle a posé l'ultimatum final. C'était elle ou moi. L'une de nous deux devait quitter la maison principale. Antoine sentit la nausée lui monter à la gorge. Et il l'a choisi. Il l'a choisi. Ils m'ont envoyé dans une petite maison au fond de la propriété. Ils ont dit que c'était temporaire, juste le temps que tu t'adaptes à la nouvelle situation. Mais le temporaire est devenu permanent. Je t'ai vu de loin quelquefois, jouant dans le jardin, grandissant sans moi. J'ai essayé de m'approcher une fois, mais les gardes m'en ont empêché. Béatrice avait donné des ordres stricts pour que je ne te vois plus jamais. Et puis ils t'ont raconté que j'étais morte. Ils ont même fait un faux enterrement, une cérémonie pour donner de l'authenticité au mensonge. La voix de Geneviève se brisa complètement, les sanglots secouant son corps fragile. Antoine s'approcha et, sans trop réfléchir, prit sa main. Elle était petite et froide, marquée par des veines saillantes et des taches de vieillesse, mais pourtant familière d'une manière qu'il ne pouvait expliquer rationnellement. « Pardonne-moi, pleura-t-elle. Pardonne-moi de ne pas m'être battue davantage, de ne pas avoir trouvé un moyen de t'atteindre. J'étais faible, effrayé, sans ressources. J'ai pensé que si j'obéissais simplement, si je restais tranquillement dans mon coin, peut-être qu'un jour tu pourrais me chercher, découvrir la vérité par toi-même. Mais tu as grandi en croyant que j'étais morte, et je suis restée ici, vivante, mais invisible, un fantôme sur la propriété qui fut un jour ma maison. Ce n'est pas ta faute, dit Antoine, se surprenant lui-même. Tu as été une victime autant que moi. Mais Béatrice est morte depuis des années. Pourquoi es-tu restée cachée? Pourquoi n'es-tu pas venue me voir quand elle est partie? Geneviève sécha ses larmes du dos de sa main tremblante. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais ensuite Valérie est arrivée. Et elle était pire que Béatrice. Bien pire. Béatrice avait au moins une certaine élégance dans sa cruauté. Valérie était brutale. Quand elle a découvert mon existence, quand ton père sur son lit de mort lui a tout avoué à mon sujet, elle est venue me voir. Elle m'a dit clairement que j'étais un problème qu'elle ne tolérerait pas, que si j'essayais de m'approcher de toi, elle me chasserait de la propriété sans un sou. Cette terre, Antoine, c'est tout ce que je connais. En noce, dehors d'ici, je ne serais qu'une vieille dame de plus sans famille, sans argent, sans avenir. Alors tu es resté, dit Antoine, comprenant enfin la dimension de la tragédie. Tu es resté dans l'ombre, invisible, pendant que la vie se déroulait autour de toi. Je suis resté. Et au fil des ans, je suis devenue de plus en plus gênante pour Valérie. Elle voulait m'effacer complètement, non seulement de ta vie, mais de l'existence même. Et elle a finalement décidé de le faire. C'est elle qui a ordonné de t'attacher à ce poteau, dit Antoine, non pas comme une question, mais comme une affirmation qui comprenait enfin la vérité. C'est elle. Elle a dit qu'il était temps que je disparaisse pour de bon, que personne ne demanderait après moi parce que personne ne se souvenait que j'existais. Et ça a presque marché. Sans cette jeune femme, Jeanne, je ne serais pas là maintenant. Comme si elle était invoquée par la mention de son nom, de légers coups furent frappés à la porte. Jeanne entra, portant un plateau avec de la soupe, du pain frais et du thé. Elle s'arrêta en voyant Antoine tenir la main de Geneviève, tous deux les visages marqués par les larmes, et un sourire doux et triste apparut sur son jeune visage. « Pardon pour l'interruption, » dit-elle doucement. « J'ai apporté quelque chose à manger pour madame. Le médecin a dit qu'elle devait manger lentement, des choses légères. »« Merci, ma chérie, » dit Geneviève, regardant Jeanne avec tant d'affection que la jeune femme sentit ses yeux lui piquer. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. »« J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire, » répondit Jeanne, posant le plateau sur la petite table. « Personne ne mérite de subir ce que vous avez subi. » Geneviève observa attentivement Jeanne, tandis que la jeune femme arrangeait le plateau, ajustait les oreillers.
montrant ce soin naturel que certaines personnes ont tout simplement. Il y avait quelque chose en elle qui attirait l'attention de la vieille dame, quelque chose au-delà de sa bonté évidente, une familiarité qu'elle ne pouvait nommer mais qui touchait une partie profonde de son âme. « Quel est votre nom complet, ma chérie ?» demanda soudain Geneviève. « Jeanne Fournier-Martin, madame. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Geneviève ferma les yeux avec force, une expression de douleur traversant son visage. Antoine le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qu'il lit? Que se passe-t-il » ? « Fournier, murmura Geneviève, ouvrant les yeux et fixant Jeanne avec une intensité nouvelle et effrayante. « Ton deuxième nom est Fournier, comme le mien, comme mon nom de jeune fille. »« C'est le nom de famille de ma mère, » expliqua Jeanne, confuse par la réaction. « Elle s'appelait Hélène, Hélène Fournier. Elle est partie quand j'étais très petite. J'ai été élevée par ma grand-mère, mais elle est partie aussi quand je n'avais que 5 ans. Je n'ai jamais su grand-chose sur la famille de ma mère. Elle n'en parlait pas. » Geneviève se mit à pleurer de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes, des larmes de reconnaissance, de découverte, d'une vérité à la fois dévastatrice et miraculeuse. « Hélène » répéta-t-elle, le nom sortant de ses lèvres comme une prière. « Mon Hélène, ma fille qu'on m'a enlevée, ma petite fille que je n'ai jamais pu élever. » Jeanne devint soudainement pâle, ses jambes flageolant. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? » « J'ai eu un autre enfant, » avoua Geneviève, regardant alternativement Antoine et Jeanne. « Une fille, Hélène. Elle est née à un moment difficile, fruit d'une erreur que j'ai commise alors que j'étais seule et désespérée. Béatrice l'a découvert et m'a donné un autre choix impossible. Soit Hélène partait pour être élevée par une autre famille, soit je perdais aussi Antoine. Comment une mère peut-elle choisir entre un enfant et un autre ? Ils ont emmené ma petite fille. Ils ont dit qu'elle aurait une vie meilleure loin de moi. Et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai passé des décennies sans savoir ce qui lui était arrivé. » Le plateau tomba des mains de Jeanne, se brisant en 1000 morceaux sur le sol, mais personne ne sembla le remarquer. La jeune femme était paralysée, son visage montrant une succession rapide d'émotions qu'elle ne pouvait traiter. « Alors vous êtes, » commença-t-elle sans pouvoir terminer la phrase. « Ta grand-mère, » compléta Geneviève, tendant une main tremblante. « Tu es ma petite fille, Jeanne. Mon sang, ma famille que je pensais avoir perdue pour toujours. » Et à ce moment-là, dans cette chambre chargée de révélations impossibles, 3 générations d'une famille brisée se retrouvèrent enfin. Antoine regardait Jeanne avec des yeux nouveaux, réalisant que cette jeune femme qui n'avait toujours été qu'une employée était en fait sa nièce, sa famille. Jeanne regardait Geneviève avec un mélange de choc et de compréhension croissante, toutes les pièces détachées de sa vie s'emboîtant enfin dans un schéma qui avait un sens douloureux, et Geneviève les regardait tous les deux avec un amour si intense qu'il semblait physique, palpable dans l'air entre eux. Dehors, le soleil continuait son voyage implacable dans le ciel. Mais à l'intérieur de cette chambre, quelque chose de fondamental avait changé. La vérité, si longtemps enfouie, venait enfin à la surface, et plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours suivants apportèrent une transformation subtile, mais perceptible au domaine Sainte-Anne. Geneviève se remettait lentement, reprenant des forces, tandis qu'Antoine passait des heures à ses côtés, à écouter des histoires qui comblaient le vide de sa mémoire, reconstruisant l'enfance qu'on lui avait volée. Jeanne, se découvrant membre d'une famille, flottait entre le choc et une joie hésitante. Mais tout n'était pas paix. Valérie était devenue une présence tendue, son irritation palpable dans les couloirs, dans son regard glacial, dans la manière sèche dont elle traitait les employés. Un matin, Jeanne se réveilla tôt avec une tâche spécifique. Valérie l'avait convoquée la veille au soir, lui ordonnant brusquement de ranger le débarras de l'aile ancienne de la maison. C'était un travail que personne n'avait fait depuis des années, et la jeune femme savait parfaitement que ce n'était qu'un moyen de la tenir occupée loin de Geneviève. Mais elle ne se plaignit pas. En fait, elle était presque reconnaissante d'avoir quelque chose de concret à faire pendant qu'elle traitait toutes les révélations qui changeaient sa vie, de manière qu'elle ne pouvait pas encore complètement comprendre. Le débarras se trouvait au 2e étage de la partie la plus ancienne de la bâtisse, une zone oubliée de la maison qui recevait rarement des visites. Quand Jeanne ouvrit la lourde porte, elle fut accueillie par une odeur intense de moisi, de
Poussière et de temps arrêtés. Le bois du plancher grinçait fort sous ses pieds nus, tandis qu'elle marchait vers les fenêtres, les ouvrant une par une pour laisser entrer la lumière et l'air frais. De petites particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui envahissaient l'espace, créant un effet presque magique qui contrastait avec la nature banale de la tâche qui l'attendait. Il y avait des meubles recouverts de draps poussiéreux, des boîtes empilées dans des coins sombres, de vieilles malles au cadenas rouillé. C'était comme entrer dans une capsule temporelle, un endroit où objets et souvenirs avaient été délibérément oubliés, laissés pour compte parce que ce souvenir était trop douloureux. Jeanne commença par les plus petites armoires, ouvrant des portes qui gémissaient sur des charnières non lubrifiées depuis des décennies, séparant ce qui avait encore une utilité de ce qui devait être jeté. Ce fut en ouvrant la troisième armoire, plus au fond et cachée derrière une pile de chaises cassées, que quelque chose d'inattendu attira son attention. Entre des nappes jaunies par le temps et des rideaux qui ne servaient plus à rien, il y avait un volume rectangulaire soigneusement enveloppé dans un tissu de coton qui avait dû être blanc, mais avait maintenant une couleur jaunâtre indéfinie. Jeanne le tira avec précaution, tenant l'objet avec une révérence instinctive, et découvrit que c'était un vieux carnet, relié en cuir déjà usé et marqué par le temps. Son cœur se mit à battre plus vite, sans qu'elle comprenne exactement pourquoi. Il y avait quelque chose dans cet objet qui semblait important, qui semblait attendre d'être trouvé. Elle s'assit sur le sol poussiéreux, sans se soucier de la saleté qui tacherait ses vêtements, et ouvrit soigneusement la première page. L'écriture était délicate et féminine, écrite à l'encre, bleue qui s'était estompée mais était encore parfaitement lisible. En haut de la page, une date qui fit retenir son souffle à Jeanne, mars 1983, et juste en dessous, une phrase qui fit s'emballer son cœur. Ceci est le journal de Geneviève Fournier-Dubois. Si quelqu'un le trouve un jour, qu'il sache que ces mots sont ma seule vérité au milieu de tant de mensonges. Jeanne regarda nerveusement vers la porte, s'assurant qu'elle était seule, que personne ne pouvait la voir lire cela. Elle savait qu'elle était sur le point d'envahir l'intimité la plus profonde de quelqu'un, de lire des pensées qui n'avaient jamais été destinées à des yeux étrangers. Mais quelque chose de plus fort la poussait à continuer. Un besoin urgent de comprendre, de connaître l'histoire complète, de rassembler toutes les pièces du puzzle impossible que sa vie était devenue. Elle tourna la page avec des doigts tremblants et commença à lire. Les premières entrées parlaient de jours ordinaires, de la routine simple du domaine, de petits moments de bonheur aux côtés d'Antoine, quand il était encore enfant. Geneviève écrivait avec un amour palpable sur son fils, sur ses premières années, sur la joie de le voir faire ses premiers pas, dire ses premiers mots, grandir fort et en bonne santé. Il y avait de la tendresse dans chaque phrase, un amour maternel si pur et intense que Jeanne sentit des larmes lui piquer les yeux, même en lisant sur des personnes et des moments dont elle n'avait pas été témoin. Mais à mesure que les pages avançaient, que les mois se transformaient en années dans les entrées datées, le ton changeait radicalement. Des références à une femme nommée Béatrice commençaient à apparaître venue de la ville et ayant conquis le cœur d'Arnaud d'une manière avec laquelle Geneviève ne pouvait rivaliser. Les entrées devenaient plus courtes, plus amères, chargées d'une douleur croissante. « Elle me regarde avec dédain », avait écrit Geneviève dans une entrée de juillet 1984, comme si je n'étais qu'un obstacle sur son chemin vers tout ce qu'elle désire. Arnaud ne s'en rend pas compte, ou peut-être ne veut-il pas s'en rendre compte. Il est complètement aveuglé par ce qu'il ressent pour elle. Et moi, chaque jour qui passe, je me sens disparaître un peu plus. Parfois, je me regarde dans le miroir et je reconnais à peine la femme que je vois. Je deviens invisible dans ma propre maison. Jeanne tourna d'autres pages, de plus en plus absorbée par ce récit douloureux. Les entrées devenaient plus espacées, plus désespérées. Geneviève décrivait en détail comment elle avait été systématiquement écartée de la maison principale, comment les décisions concernant Antoine étaient de prise sans la consulter, comment Béatrice avait progressivement assumé tous les rôles qui étaient auparavant les siens, tandis qu'elle était reléguée à une condition d'invisibilité progressive et cruelle. Et puis vint la révélation qui fit Jeanne cesser de respirer un instant. Une entrée de janvier 1985, écrite avec une écriture plus hâtive, plus désespérée que les précédentes.
J'ai découvert aujourd'hui que j'attends un autre enfant. Mais il n'est pas d'Arnaud. Il me touche à peine depuis des mois, me regarde à peine quand je le croise dans les couloirs. Ce bébé est le fruit d'une terrible erreur, d'une nuit où j'ai cherché du réconfort dans les bras de quelqu'un qui n'aurait dû être qu'un ami. Je suis terrifié par ce qui va se passer quand ils le découvriront. Si Béatrice l'apprend, elle me chassera définitivement de ce domaine. Et si Arnaud le découvre, je ne pourrai plus jamais voir Antoine. Que dois-je faire? Comment puis-je porter ce secret seul? Vers qui me tourner quand je n'ai personne? Jeanne arrêta de lire, la poitrine serrée, les larmes brouillant sa vision. Geneviève avait eu un autre enfant. Une fille, elle le savait maintenant. Hélène, sa mère. Quelques pages plus loin, il y avait une entrée sur la naissance, écrite avec une écriture tremblante qui trahissait l'émotion violente de celle qui l'avait écrite. Elle était née aujourd'hui, à l'aube, loin de la grande maison, loin de tous les yeux curieux et jugeurs. Je l'ai appelée Hélène, comme ma mère qui est partie quand j'étais trop jeune pour garder clairement ses souvenirs. Ma petite fille est parfaite. Elle a des yeux sombres et profonds comme le ciel nocturne et des joues roses qui demandent à être embrassées. Mais je sais que je ne peux pas la garder. Béatrice a déjà tout découvert. Je ne sais pas comment, mais elle découvre toujours tout, et elle m'a posé un ultimatum cruel. Soit Hélène part pour être élevée par une autre famille loin d'ici, soit je pars et je ne vois plus jamais Antoine. Comment une mère peut-elle faire un tel choix? Comment puis-je choisir entre un enfant et un autre? Mais j'ai choisi, que Dieu me pardonne. J'ai laissé partir Hélène parce que je ne pouvais pas abandonner complètement Antoine. Et maintenant, je dois vivre en sachant que j'ai abandonné ma fille pour garder une certaine proximité avec mon fils. Quelle sorte de mère suis-je? Les pages suivantes n'étaient que pure douleur, des récits fragmentés d'une femme se détruisant de l'intérieur. Geneviève écrivait sur des lettres qu'elle avait réussi à recevoir au fil des ans, apportées secrètement par des gens qui avaient pitié d'elle, des lettres parlant d'Hélène qui grandissait forte et en bonne santé, de la petite fille devenant une femme, d'elle ayant finalement une fille aussi, une petite fille que Geneviève ne connaîtrait jamais. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce moment précis. Jeanne ferma le journal avec force, tout son corps tremblant. Tout avait un sens maintenant. Tout. Hélène était sa mère, la femme qui n'avait jamais parlé de sa famille, qui avait toujours éludé la question sur ses origines. Parce qu'elle-même ne savait pas. Elle avait été élevée loin de tout, sans connaître la vérité sur sa naissance, sur la mère qui avait été forcée de l'abandonner. Et sa grand-mère, la femme mystérieuse qui l'avait élevée pendant seulement 5 ans avant de partir, était probablement la personne qui avait reçu Hélène de ceux qui l'avaient enlevée à Geneviève. Elle continua à lire avec une voracité croissante, les larmes coulant librement maintenant, tachant quelques pages déjà fragiles. Geneviève écrivait sur les années d'isolement progressif, sur la façon dont elle avait été de plus en plus effacée non seulement de la vie d'Antoine, mais de sa propre existence au domaine. Il y avait des entrées sur le fait de le voir de loin, grandissant sans se souvenir d'elle, sur la douleur lancinante d'être une étrangère pour son propre fils. Quand Béatrice est décédée, avait écrit Geneviève avec un espoir prudent, j'ai pensé que je pourrais enfin me rapprocher d'Antoine à nouveau, que je pourrais révéler la vérité, récupérer une partie de ce que nous avions perdu. Mais ensuite, Valérie est arrivée. Et elle est pire que Béatrice, bien pire. Béatrice avait au moins une certaine élégance dans sa cruauté, un semblant de civilité. Valérie est brutale et directe. Elle ne cache pas son mépris. Elle dit clairement que je suis un fantôme qui devrait rester enterré. Elle menace de m'expulser, de m'envoyer loin sans rien. Mais où irais-je? Cette terre, aussi terrible soit-elle devenue pour moi, est tout ce que je connais. C'est là que mes enfants sont nés, où une partie de moi attend encore la reconnaissance, la justice, l'amour. La dernière entrée était récente, datant de quelques semaines à peine. L'écriture était plus tremblante, révélant l'âge avancé de celle qui écrivait, mais l'émotion était tout aussi intense. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore résister. Valérie veut me faire disparaître définitivement, pas seulement invisible, mais complètement inexistante. J'ai peur de ce qu'elle est capable de faire pour atteindre cet objectif. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais vraiment cette fois, que ce journal soit la preuve que j'ai existé, que j'ai aimé, que j'ai été une mère. Et qu'Hélène sache, où qu'elle soit, que je n'ai jamais cessé de penser à elle,
Pas un seul jour de toutes ces années terribles et solitaires. Jeanne ferma le carnet avec révérence, le serrant contre sa poitrine comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Ce qui était peut-être le cas. C'était la preuve concrète de tout ce que Geneviève avait dit, de tout ce qu'ils avaient découvert. Ce n'était pas seulement des paroles qui pouvaient être remises en question ou discréditées. C'était une preuve écrite, datée, détaillée. C'était la vérité documentée. Elle se leva rapidement, essuyant les larmes de son visage du dos de la main, et glissa le journal sous son chemisier contre sa peau. Elle devait le montrer à Antoine et à Geneviève. Elle devait leur faire savoir que la vérité n'était pas seulement dans les souvenirs et les mots, mais enregistrée pour toujours sur ces pages jaunies. Elle descendit les escaliers aussi vite qu'elle le put sans courir, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Quand elle arriva dans la chambre d'amis, Geneviève était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin qu'elle pouvait enfin voir sans crainte. Antoine était à côté d'elle, lui parlant doucement de quelque chose que Jeanne ne put entendre. Ils se tournèrent tous les deux en la voyant entrer si brusquement. Jeanne verrouilla la porte derrière elle avec des mains tremblantes et sortit le journal, le tendant à Geneviève comme si elle offrait un trésor volé qui revenait enfin à son propriétaire légitime. « J'ai trouvé ça dans le débarras, » dit-elle, la voix étranglée, caché au fond d'une armoire, « et j'ai besoin que vous me le confirmiez. Hélène Fournier, la fille que vous avez mentionnée, c'était ma mère, n'est-ce pas ?» Geneviève écarquilla les yeux en voyant le journal, portant les mains à sa poitrine dans un geste involontaire, comme pour retenir son cœur qui menaçait de s'échapper. Son visage devint pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle, tandis qu'une succession rapide d'émotions traversait ses traits. Elle leva les yeux vers Jeanne, et il y avait dans son regard de la reconnaissance, de la douleur, de l'espoir et un amour si intense qu'il semblait impossible à contenir dans un corps si fragile. « C'était elle, » murmura-t-elle, la voix se brisant complètement. « C'était ma fille, mon Hélène, ma petite fille que je n'ai jamais pu élever, jamais pu tenir assez longtemps, jamais pu aimer comme une mère devrait le faire. Et moi, continua Jeanne, les larmes coulant de nouveau sans contrôle, je suis sa fille, ce qui signifie que vous êtes ma grand-mère, que nous sommes vraiment de la même famille, que je ne suis pas seule au monde comme je l'ai toujours pensé. Ma petite fille, compléta Geneviève, tendant ses bras tremblants dans une supplique silencieuse. Tu es ma petite fille, Jeanne, mon sang, ma famille que je pensais avoir perdue pour toujours. Jeanne traversa la pièce en 3 grandes enjambées et tomba dans les bras de Geneviève, sanglotant bruyamment maintenant, tout le poids des années de solitude et de questions sans réponse, trouvant enfin un soulagement. La vieille dame la serra avec toute la force que son corps en convalescence lui permettait, pleurant elle aussi, murmurant des mots inintelligibles d'amour, de soulagement et de gratitude pour cette seconde chance que la vie lui offrait. Antoine observait la scène en état de choc silencieux, le journal entre ses mains maintenant, feuilletant les pages avec des yeux qui voyaient mais ne pouvaient pas encore tout à fait comprendre. Jeanne n'était pas seulement une employée bienveillante qui avait sauvé sa mère, c'était sa nièce, c'était sa famille. Et toute cette vérité, toute cette histoire douloureuse et complexe avait été là tout le temps, cachée dans un débarras poussiéreux, attendant d'être trouvée. C'est alors qu'ils entendirent des pas lourds et rapides dans le couloir. La poignée de la porte tourna avec une force violente, mais la porte était verrouillée. Des coups impatients résonnèrent contre le bois, suivis d'une voix que tous reconnurent immédiatement. « Antoine, ouvre cette porte tout de suite !» La voix de Valérie était stridente, furieuse, chargée d'une colère qu'elle n'essayait plus de cacher. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Antoine se leva lentement, rangeant soigneusement le journal, échangeant un regard significatif avec Geneviève et Jeanne. Il prit une profonde inspiration, se préparant à la confrontation qu'il savait inévitable, mais qu'il ne craignait plus. Il avait la vérité de son côté. Il avait des preuves. Il avait une famille, et c'était plus fort que n'importe quel mensonge que Valérie pourrait tenter de maintenir. Il ouvrit la porte, d'un mouvement ferme, et trouva Valérie là, debout, le visage rouge de colère, les yeux étincelants d'une fureur mal contenue, le corps tendu comme une corde sur le point de se rompre. Elle entra en le bousculant sans cérémonie, s'arrêtant brusquement en voyant Jeanne encore dans les bras de Geneviève. Toutes deux les visages marqués par les larmes, mais aussi par quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la détermination. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Valérie.
sa voix montant d'un ton. « C'est quoi ce cirque que vous montez dans cette chambre? Ce n'est pas un cirque, Valérie, dit Antoine faisant un pas en avant et bloquant sa vue sur les deux femmes. C'est une famille, c'est la vérité. C'est tout ce que tu as essayé de détruire mais que tu n'as pas réussi. Et maintenant, tu vas écouter chaque mot que j'ai à te dire, chaque révélation, chaque accusation. Et tu ne pourras pas y échapper cette fois. » Le silence qui suivit la déclaration d'Antoine était dense et suffocant comme l'air avant un orage. Valérie regardait alternativement lui, Geneviève et Jeanne, son visage passant par une succession rapide d'expressions qui en révélèrent bien plus qu'elle ne l'aurait souhaité. La surprise, la colère, la peur, et enfin ce masque de contrôle qu'elle portait si bien, essayant de se ressaisir alors même que le monde qu'elle avait construit commençait à s'effondrer autour d'elle. « Des vérités ?» répéta-t-elle, forçant un rire qui sonna faux et strident. « C'est quoi ce théâtre de bas étage, Antoine? Tu vas vraiment croire les histoires fantaisistes de cette femme, et maintenant cet employé est aussi impliqué dans le spectacle? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si facilement manipulable. » Antoine sentit la colère monter en lui comme de la lave. Chaude, mais il garda sa voix ferme et contrôlée. « Cet employé a un nom, Jeanne, et elle n'est pas seulement une employée de cette maison, c'est ma nièce, la fille de la sœur que je n'ai jamais su que j'avais, la petite fille de la mère que vous m'avez fait oublier. Et non, Valérie, je ne suis pas manipulée, je vois enfin la vérité après des années à vivre dans ton mensonge. » Valérie pâlit visiblement, le masque vacillant un bref instant avant qu'elle ne se reprenne. « C'est complètement ridicule. Vous vous faites avoir, cette femme apparaît de nulle part après des décennies. Cette fille trouve commodément un vieux journal et soudain tout le monde est une famille heureuse? S'il te plaît, Antoine, tu as toujours été plus malin que ça. Ne te laisse pas emporter par un sentimentalisme bon marché. » « J'ai lu le journal, Valérie, » rétorqua Antoine, prenant le carnet en cuir des mains de Jeanne et le brandissant devant elle comme une preuve incontestable. « Chaque mot, chaque date, chaque nom, y compris le tien. Oui, tu es mentionné ici plus d'une fois. Geneviève te connaissait très bien. Elle savait exactement de quoi tu étais capable. Et elle avait raison, d'avoir peur de toi. » Valérie s'avança rapidement, essayant de lui arracher le journal des mains dans un mouvement brusque et désespéré, mais Antoine recula avec agilité, gardant le carnet hors de sa portée. Ses yeux brillaient maintenant d'une fureur qu'elle ne pouvait plus dissimuler, toutes ses prétentions de sang-froid finalement abandonnées. « Donne-moi ça tout de suite, » siffla-t-elle entre ses dents serrées. « Ça ne te regarde pas, ce ne sont que les délires d'une vieille femme confuse. »« Comment ça ne me regarde pas ?» cria Antoine, et c'était la première fois depuis des années que Jeanne le voyait perdre complètement son calme. « Ça concerne ma mère, ma famille, toute la vie que vous m'avez volée, tous les mensonges dont vous m'avez nourri depuis l'enfance. Comment oses-tu dire que ça ne me regarde pas ?» Geneviève, toujours assise mais avec une posture droite et digne malgré sa fragilité physique, observait Valérie avec une expression qui mêlait douleur, pitié et quelque chose proche d'une compréhension amère. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais claire. « Tu savais qui j'étais quand Arnaud t'a tout avoué sur son lit de mort. Tu connaissais toute l'histoire, ce que Béatrice m'avait fait, comment j'avais été effacé. Et tu as décidé de continuer là où elle s'était arrêtée. Tu as décidé qu'il était plus pratique de garder le fantôme enterré que de laisser la vérité éclater. » Valérie se tourna vers elle, les yeux étincelants. « Tu ne devrais pas être ici, » sa voix sortit basse mais chargée de venin. « Jamais. C'était un accord simple. Tu restais tranquille dans la petite maison au fond, invisible, et nous nous occupions de tes besoins de base. Mais tu n'as pas su rester à ta place, n'est-ce pas? Il a fallu que tu apparaisses, que tu sois vu, que tu existes, alors que ta fonction était simplement de ne pas exister. Il a fallu que tu gâches tout. »« Alors c'est vous, » dit soudain Jeanne, sa voix sortant tremblante mais pleine d'une colère contenue. « C'est vous qui l'avez attaché dans le champ de maïs, qui l'avez laissé mourir sous le soleil comme un animal. Comment avez-vous pu faire une chose pareille à une autre personne, à une vieille dame sans défense? » « Je n'ai rien fait de tout ça, » répondit Valérie trop vite, trop sur la défensive, ses mots trébuchant les uns sur les autres. Elle a dû sortir seule, se perdre. Les personnes âgées deviennent confuses, tout le monde le sait. Ce n'est pas ma faute si elle n'a plus le discernement pour prendre soin d'elle. « Mensonge, » dit Geneviève, et il y avait une force dans sa voix qui surprit tout le monde dans la pièce.
Tu es venu personnellement chez moi ce matin-là. Tu m'as dit qu'il était temps que je parte pour de bon, que ma présence était un problème que tu ne tolérerais plus. Quand j'ai essayé de résister, quand j'ai dit que j'avais autant le droit d'être ici que toi, tu as appelé 2 de tes hommes de confiance. Ils m'ont emmené jusqu'au champ de maïs. Tu as personnellement ordonné qu'on m'attache à ce poteau. Je t'ai entendu dire que le soleil s'occuperait du reste, que personne ne demanderait après moi parce que personne ne savait que j'existais, que personne ne s'en souciait. Et tu avais presque raison, n'est-ce pas? Les mots tombèrent dans la pièce comme des bombes, chacune explosant et laissant des débris. Antoine sentit ses jambes faiblir. Il dut de nouveau s'appuyer sur la table de chevet. Jeanne couvrit sa bouche de ses mains, les yeux écarquillés d'horreur. La pièce entière semblait tourner autour d'eux, alors qu'ils prenaient la mesure de l'énormité de cette confession. Valérie resta là, immobile, pendant un long moment, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, cherchant une issue qui n'existait plus. Quand elle parla, sa voix avait perdu toute prétention d'innocence. « Tu ne peux rien prouver. C'est sa parole contre la mienne. Qui vas-tu croire, Antoine? Une femme qui a disparu de ta vie il y a 40 ans, ou la femme qui a été à tes côtés ces 5 dernières années, celle qui a pris soin de toi, de ce domaine, de tout? Je la crois, dit Antoine sans hésitation, sa voix ferme comme le roc. Parce que chaque mot qui sort de sa bouche ramène des souvenirs que je ne savais même pas que j'avais. Parce que quand elle raconte des histoires de mon enfance, je le sens dans mon âme. Je vois des images qui étaient enfouies si profondément que je pensais que ce n'était que des rêves. Et parce que, au fond de mon cœur, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. J'ai toujours ressenti ce vide, cette sensation, qu'on m'avait enlevé quelque chose de fondamental. Tu m'as fait croire que c'était de la paranoïa, que j'inventais des problèmes. Mais ce n'était pas le cas. Je sentais son absence, l'absence de la vérité. Valérie recula d'un pas comme si elle avait été physiquement frappée, son visage montrant pour la première fois quelque chose qui ressemblait à une véritable vulnérabilité. Mais ce ne fut qu'un instant avant que la colère ne revienne avec une force décuplée. « Tu vas me laisser partir maintenant, » ordonna-t-elle, essayant de retrouver un ton d'autorité qu'elle ne possédait plus. « Et nous allons tous oublier cette conversation. Ridicule. Demain, cette femme sera partie d'ici et tout redeviendra normal, comme ça aurait toujours dû l'être. »« Non, » répondit Antoine avec un calme absolu, « tu vas rester ici jusqu'à ce que je décide exactement quoi faire de toi. Je vais rassembler des témoins, je vais tout documenter, je vais m'assurer que tu répondes de tes actes. Et Geneviève ne va nulle part. Ça a toujours été sa maison, toujours. C'est toi l'intruse ici. C'est toi qui n'as pas ta place. » Jeanne observait tout, le cœur battant la chamade. Une partie d'elle voulait intervenir, mais elle savait que c'était un moment qu'Antoine devait affronter seul. C'était la rupture nécessaire, la coupure du cordon invisible qui l'avait si longtemps lié aux manipulations de Valérie. La femme changea de tactique avec une rapidité impressionnante. Ses yeux s'emplirent de larmes qui semblaient authentiques. Sa voix devint douce et suppliante. « Antoine, mon amour, s'il te plaît, tu es confus, stressé, je comprends parfaitement. Mais ne fais pas ça. Ne jette pas tout ce que nous avons construit ensemble, toutes ces années, à cause d'histoires du passé. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Ne les laisse pas détruire ce que nous avons. Mais Antoine, ne fléchis pas. Si tu m'aimais vraiment, Valérie, tu n'aurais jamais fait ce que tu as fait. Tu ne m'aurais jamais caché la vérité pendant toutes ces années. Tu n'aurais jamais essayé de tuer ma mère. L'amour ne se construit pas sur des mensonges et de la cruauté. Ce que nous avions, si tant est que nous ayons eu quelque chose de réel, s'est terminé au moment où tu as attaché une femme sans défense à un poteau pour la laisser mourir. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, définitifs et irréversibles comme une sentence. Valérie réalisa à cet instant qu'elle avait complètement perdu. Toute la manipulation, tout le contrôle qu'elle avait exercé pendant des années avec tant d'efficacité, tout s'effondrait comme un château de cartes sous une forte brise. « Tu vas le regretter, dit-elle, et maintenant sa voix redevint dure, dénuée de toute prétention de tendresse. Je vais quitter ce domaine et emporter avec moi tout ce qui m'appartient légitimement, les documents que ta chère mère a si généreusement transférés à mon nom quand elle pensait pouvoir m'acheter, les biens, les droits. Tu découvriras qu'il ne reste pas grand-chose sans moi, Antoine. »
Antoine sourit, mais c'était un sourire triste, sans aucune trace d'humour. « Tu peux tout prendre. Je me fiche des biens matériels. Je préfère repartir de zéro avec la vérité que de continuer à être riche sur des mensonges. Et concernant les documents, mes avocats sont déjà en train de réviser tous les transferts que tu as effectués. Tout ce qui a été obtenu par coercition ou fraude sera annulé. Tu le sais. » Valérie le fixa encore quelques secondes, et à ce moment-là, Jeanne vit clairement ce qu'elle était vraiment sous toute cette façade soigneusement construite. Il y avait de la colère, oui, mais aussi de la peur. La peur de tout perdre, la peur d'affronter les conséquences, la peur de devoir reconstruire une vie loin de cette position de pouvoir qu'elle chérissait tant. « Ce n'est pas fini », cracha-t-elle les mots comme du venin. « Tu me chercheras encore. Tu te rendras compte de ton erreur quand tu seras seul avec ces deux-là à te nourrir de tes émotions. Et alors il sera trop tard. » Elle se retourna et sortit en claquant la porte si fort que les cadres sur les murs tremblèrent. Ses pas résonnèrent dans le couloir, rapides et furieux, accompagnés par les bruits de portes s'ouvrant et se fermant violemment, de tiroirs vidés, sa fureur se manifestant dans la manière brutale dont elle traitait les objets autour d'elle. Antoine s'assit lourdement dans le fauteuil, passant les mains sur son visage, dans un geste d'épuisement profond. Geneviève et Jeanne échangèrent un regard avant que Jeanne ne s'approche de lui, posant doucement la main sur son épaule dans une tentative de réconfort silencieux. « Vous avez fait ce qu'il fallait », dit-elle doucement, sa voix chargée de sincérité. « Je sais que ça fait mal, mais c'était nécessaire. »« Je sais, » répondit-il, sa voix sortant fatiguée, mais aussi avec une pointe de soulagement. « Ça fait mal parce que je réalise que toute ma vie a été basée sur des mensonges, que la personne en qui j'avais confiance, avec qui je partageais ma vie, était capable de quelque chose d'aussi monstrueux. Mais en même temps, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait été retiré de mes épaules. « La douleur fait partie de la guérison », dit Geneviève depuis le fauteuil où elle était restée assise, sa voix douce mais pleine d'une sagesse née de la souffrance. « Ça fait mal parce que tu ressens, enfin tout ce qui a été refoulé pendant des décennies. Mais ça passera, mon fils. De l'autre côté de cette douleur se trouve la vérité, et la vérité libère toujours, même quand elle brûle en passant. » Dans les heures qui suivirent, le domaine fut pris d'une agitation inhabituelle. Valérie faisait ses valises avec une hâte frénétique, criant des ordres à des employés confus qui savaient à peine comment réagir. Certains essayaient de l'aider par habitude ou par peur, d'autres observaient simplement de loin, digérant le changement dramatique qui se déroulait sous leurs yeux. Jeanne descendit à la cuisine, quand tout se calma un peu, et trouva Madame Cécile en train de préparer du thé, les mains tremblant légèrement, le visage marqué par des larmes récentes. La cuisinière leva les yeux quand la jeune femme entra, et il y avait tant de culpabilité dans ce regard que Jeanne sentit son cœur se serrer. « C'est vrai alors ?» demanda Cécile d'une voix basse et brisée. « Elle a vraiment fait ça à Madame Geneviève. Elle l'a attachée pour la laisser mourir ?» Jeanne hocha la tête, s'asseyant à la lourde table en bois qui occupait le centre de la cuisine. Elle l'a fait, et elle a même essayé de tout couvrir, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, la vérité a éclaté, et il n'y a plus de retour en arrière. Madame Cécile ferma les yeux avec force, les larmes coulant librement maintenant. « Je savais, avoua-t-elle dans un murmure angoissé, que Dieu me pardonne, mais je savais que quelque chose n'allait pas du tout. Je voyais Madame Geneviève de loin parfois, quand j'allais au fond de la propriété, trop maigre, trop triste. Et je faisais semblant de ne pas voir parce que j'avais peur. Peur de perdre mon emploi, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes petits-enfants. Mais ça ne justifie rien, ça ne justifiera jamais. J'aurais dû faire quelque chose, n'importe quoi. Vous pouvez faire quelque chose maintenant, dit Jeanne fermement, prenant la main ridée de la cuisinière. Vous pouvez dire la vérité. Vous pouvez confirmer ce que vous avez vu, ce que vous saviez. Votre parole compte, Madame Cécile. Toutes les paroles comptent maintenant. Cécile hocha la tête avec une détermination naissante dans ses yeux rouges. Je le dirai, oui, à quiconque aura besoin de l'entendre, aux autorités si nécessaire. Je n'aurai plus peur. Je ne serai plus la complice silencieuse de l'injustice. D'autres personnes commencèrent à apparaître dans la cuisine à mesure que la nouvelle se répandait. Monsieur Gérard, le plus ancien gardien, son chapeau à la main et la honte sur le visage,
raconta avoir vu Geneviève être emmenée au fond du domaine des décennies plus tôt, alors qu'il n'était qu'un garçon travaillant avec son père. Madame Lourdes, qui s'occupait de la buanderie, admit entre deux sanglots qu'on lui avait interdit de laver les vêtements de la vieille dame, d'avoir le moindre contact avec elle. Un par un, les employés qui avaient gardé le silence par peur, par nécessité, par ordre direct, commençaient à parler, à témoigner, à confirmer que Geneviève n'était pas une étrangère, mais quelqu'un qui avait toujours été là, simplement invisible, aux yeux de ceux qui choisissaient de ne pas voir. Quand la nuit tomba complètement sur le domaine, Valérie était déjà partie. Elle avait emporté ses valises faites à la hâte, quelques effets personnels et la promesse amère que ce n'était pas terminé. Mais Antoine s'en fichait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentait qu'il pouvait respirer librement, qu'il pouvait être honnête avec lui-même sur qui il était et d'où il venait. Il monta dans la chambre où Geneviève et Jeanne discutaient maintenant à voix basse, échangeant des histoires, comblant les vides de décennies perdues avec des mots, des larmes et des rires hésitants. Il s'arrêta à la porte, les observant, et sentit quelque chose se réchauffer profondément dans sa poitrine. C'était ça, une famille. C'était réel, et ça valait infiniment plus que n'importe quel mensonge confortable qu'il avait jamais cru être la vérité. « Je peux entrer ?» demanda-t-il doucement. Les deux femmes sourirent et lui firent signe de se joindre à elle, faisant de la place sur le lit où elles étaient assises. Antoine s'installa entre elles, et pour la première fois depuis très longtemps, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. Le chemin à venir serait difficile, il le savait. Il y aurait des conséquences, des défis, peut-être même des batailles juridiques. Mais peu importait, parce que maintenant, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant. Il avait retrouvé sa famille, et il était prêt à se battre pour elle. Les premiers rayons de soleil entraient par les rideaux quand Antoine se réveilla. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi profondément, sans cauchemar, sans cette sensation que quelque chose n'allait pas. Il se leva et alla à la fenêtre pour observer le domaine s'éveiller sous la lumière dorée. Les employés commençaient déjà leurs tâches, le bétail meuglait au loin. Le ciel teinté de rose promettait une autre journée chaude. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une légèreté, comme si un poids invisible avait été retiré de toute la propriété. Il descendit à la cuisine et trouva Jeanne en train de préparer le café. Elle sourit, radieuse. « Bonjour, tonton Antoine, » dit-elle. Il était oncle, il avait une famille. « Bonjour, ma nièce, » répondit-il en riant. « Comment va ma grand-mère ?»« Mieux de jour en jour. Hier, nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a parlé de ma mère, de la famille. Enfin, tout prend son sens. » Antoine hocha la tête. Il avait aussi passé la nuit à écouter Geneviève, ses histoires comblant les vides de sa mémoire. Plus il écoutait, plus il se souvenait, comme si son esprit pouvait enfin accéder à ce qui avait été verrouillé pendant des décennies. Après le café, il décida de parler à tous les employés. Il demanda à Jeanne de les réunir dans la cour. Quand tout le monde fut présent, il monta sur la véranda pour être vu. Il remercia leur présence et commença à expliquer la vérité sur Geneviève, sa mère qui avait été maintenue cachée pendant tant d'années. « Je veux remercier chacun d'entre vous d'être ici, » commença Antoine, sa voix ferme mais chargée d'une émotion sincère. « Je sais que ces derniers jours ont été extrêmement confus, pleins de changements et de révélations que personne n'attendait. Vous méritez de connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé. La femme que Jeanne a trouvée attachée dans... Le champ de maïs n'est pas une étrangère qui a envahi la propriété. Elle est Geneviève Fournier-Dubois, ma mère. Elle a toujours été ici, sur ce domaine, mais elle a été maintenue cachée, écartée, traitée comme si elle n'existait pas. C'est une injustice terrible qui a duré bien trop longtemps. Il y eut des murmures parmi les employés rassemblés. Certains semblaient sincèrement surpris, d'autres se doutaient clairement que quelque chose n'allait pas depuis des années. Madame Cécile et Monsieur Gérard échangèrent des regards chargés de sens et de culpabilité partagée. « Ce qui lui est arrivé est inacceptable, » continua-t-il. « Rien de tel ne se reproduira ici. Personne ne sera oublié, réduit au silence ou manqué de respect. Ce domaine est un lieu de travail et de dignité. » Certains applaudirent. Antoine continua en disant que quiconque voudrait parler de ce qu'il avait vu serait protégé. Monsieur Gérard fit un pas en avant et raconta avoir vu Geneviève être emmenée au fond du domaine des années plus tôt, alors qu'il travaillait avec son père.
Il avait obéi par peur, et maintenant, il s'excusait. Antoine descendit immédiatement les marches et posa la main sur l'épaule de l'homme plus âgé dans un geste de compréhension et de pardon. « Vous n'avez pas à vous excuser, Gérard. La peur est une prison très puissante et réelle. L'important maintenant, c'est que nous en soyons tous libérés. Nous pouvons recommencer sur des bases honnêtes. » D'autres employés commencèrent alors à prendre la parole, chacun partageant de petits fragments de la vérité qu'ils avaient gardés pendant des années. Madame Lourdes raconta en larmes les fois où elle apportait de la nourriture en cachette à Geneviève quand personne ne regardait. Madame Cécile admit avoir fait semblant de ne pas la voir lorsqu'elle se croisait occasionnellement sur la propriété. C'était comme si un barrage émotionnel s'était enfin rompu, et tout ce qui avait été retenu si longtemps pouvait s'écouler librement pour la première fois. Quand la réunion se termina près d'une heure plus tard, Antoine sentit que quelque chose de fondamental et de profond avait changé pour toujours. Il ne s'agissait pas seulement de Geneviève, de Jeanne ou de Valérie, il s'agissait de toute cette communauté de personnes, de la façon dont elles interagissaient, du type d'endroit que le domaine Sainte-Anne serait désormais. Un lieu de vérité, pas de silence complice. Il rentra dans la maison et monta dans la chambre de Geneviève. Elle était assise dans un fauteuil confortable près de la fenêtre ouverte, regardant le paysage qui avait toujours été le sien de droit, mais dont elle avait été cruellement privée si longtemps. Le jardin fleurissait en bas, les arbres se balançaient doucement avec la brise, et tout semblait plus vivant d'une certaine manière. Elle se tourna quand il entra, et il y avait une paix sereine sur son visage ridé. « Je t'ai entendu parler en bas avec les employés, » dit-elle doucement, une larme solitaire coulant sur sa joue. « Ton père serait très fier de l'homme que tu es. Devenu, Antoine. Même s'il a fallu tout ce temps pour en arriver là, tu y es arrivé. Et c'est ce qui compte vraiment à la fin. » Antoine s'assit sur le bord du lit en face d'elle, prenant ses petites mains froides entre les siennes. « Maman, » dit-il, et le mot sortait encore avec une certaine difficulté, mais de plus en plus naturellement. « Il y a tant de choses que je veux faire pour compenser d'une manière ou d'une autre tout le temps que nous avons perdu. Mais je ne sais même pas par où commencer. » Geneviève serra ses mains avec la force surprenante qu'elle retrouvait. « Tu n'as absolument rien à compenser, mon cher fils. Le passé est passé et ne peut être changé, même si nous le voulons. Ce qui compte vraiment, c'est le présent, c'est ce moment. C'est de pouvoir être ici ensemble, à reconstruire ce qui a été brisé il y a si longtemps. Et nous avons Jeanne avec nous aussi, ma petite fille, ta nièce. Une précieuse seconde chance que Dieu ou le destin nous a donnée alors que nous n'attendions plus de miracle. » Comme si elle était invoquée par la mention de son nom, Jeanne apparut à la porte à ce moment précis, portant un plateau avec du thé chaud et des biscuits faits maison encore fumants. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle avec ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Geneviève avec une tendresse maternelle. « Viens, assieds-toi avec nous. Tu fais autant partie de cette famille que n'importe lequel d'entre nous. » Jeanne posa soigneusement le plateau sur la petite table d'appoint et s'installa par terre, adossée au mur, dans une position qui rappelait son enfance lorsqu'elle écoutait les histoires de la grand-mère qu'elle avait à peine connue. Ils restèrent tous les trois à discuter pendant des heures des prochaines étapes, des changements nécessaires au domaine, de la manière d'honorer convenablement la mémoire de ceux qui avaient été oubliés ou effacés. « Je veux transformer la petite maison, au fond, où tu as vécu en un mémorial, » dit soudain Antoine, l'idée germant dans son esprit avec une clarté cristalline. Pas un lieu de tristesse morbide, mais de souvenirs significatifs et d'apprentissage. Pour que personne n'oublie jamais ce qui s'est passé là-bas. Pour que cette terrible histoire ne se répète jamais, ni ici ni ailleurs. Geneviève considéra l'idée en silence pendant quelques instants, puis hocha la tête en signe d'approbation. « C'est une bonne idée, mon fils. Transformer la douleur en apprentissage a une valeur immense. Mais pas seulement un mémorial statique. Je veux que ce soit aussi un lieu d'accueil. Pour les personnes qui ont besoin d'aide, d'un endroit sûr, de quelqu'un qui les voit et reconnaît leur humanité. Que cet espace qui fut un lieu d'exclusion et de souffrance devienne un espace d'inclusion et de guérison. » Jeanne sentit ses yeux se remplir de larmes de gratitude à nouveau. « Vous êtes des personnes incroyables, » dit-elle doucement, sa voix pleine d'émotion. « Tous les deux, réussir à transformer tant de souffrance en quelque chose qui aidera les autres. C'est vraiment extraordinaire.
Les jours qui suivirent furent d'une activité intense et d'une transformation profonde. Antoine commença immédiatement à réorganiser toute l'administration du domaine, travaillant avec des avocats pour annuler les transferts frauduleux que Valérie avait effectués, récupérant des documents importants et des biens qu'elle avait tenté de détourner. Il découvrit qu'elle avait été méticuleuse dans ses tentatives de vol, mais ses actions précipitées lorsqu'elle fut confrontée avaient laissé des traces claires qui facilitaient grandement la récupération de tout. Un avocat compétent fut engagé pour garantir que Geneviève reçoive toute la reconnaissance légale qu'elle méritait en tant que mère légitime et première épouse d'Arnaud Dubois. Des papiers furent organisés, des témoins furent entendus et leurs dépositions documentées, et progressivement la vérité officielle commença à s'aligner sur la vérité réelle qui avait toujours existé, mais avait été niée. La petite maison au fond fut entièrement rénovée avec soin et détermination. Elle fut transformée en un petit centre de soutien pour les travailleurs agricoles et leurs familles, offrant une assistance médicale de base, un soutien éducatif pour les enfants et un suivi psychologique pour ceux qui en avaient besoin. Geneviève tint absolument à participer activement à l'inauguration quelques semaines plus tard, coupant le ruban cérémoniel aux côtés d'Antoine et de Jeanne, tous trois souriants pour les photographies qui documenteraient ce moment historique de rédemption et de nouveau départ. Jeanne, qui n'était auparavant qu'une employée invisible sans avenir clair, avait maintenant un rôle complètement différent et significatif au domaine et dans la famille. Antoine insista vivement pour qu'elle étudie, qu'elle réalise les rêves éducatifs qu'elle avait mis de côté par nécessité. Il l'inscrivit dans une excellente université à Bordeaux, s'assurant qu'elle aurait absolument tout ce dont elle avait besoin pour construire l'avenir brillant qu'elle désirait. Mais la jeune femme tenait absolument à revenir au domaine dès qu'elle le pouvait, surtout les week-ends, pour être près de Geneviève, pour prendre soin de la grand-mère qu'elle avait enfin connue et pour renforcer les liens familiaux qui se reconstruisaient, morceau par précieux morceau. Geneviève, de son côté, s'épanouissait visiblement de jour en jour. Elle prenait du poids, sa peau retrouvait vitalité et éclat, son sourire revenait de plus en plus souvent. Elle passait les après-midi ensoleillés dans le jardin fleuri qu'elle avait toujours aimé, mais dont elle avait été privée, s'occupant personnellement des fleurs avec des mains qui redécouvraient le plaisir du travail libre. Et chaque soir, sans exception, avant de dormir, Antoine venait dans sa chambre, s'asseyait au bord du lit et lui demandait de raconter une histoire, comme elle le faisait quand il était petit garçon, comme elle aurait dû continuer à le faire pendant toutes ces années volées. Un dimanche chaud de mars, exactement 3 mois après le sauvetage dramatique, le domaine accueillit une célébration spéciale et pleine de sens. C'était l'anniversaire de Geneviève, et Antoine tint absolument à réunir tous les employés, quelques amis de la région qui connaissaient l'histoire, et à célébrer non seulement une année de vie de plus, mais surtout la renaissance complète de cette femme qui avait refusé d'être définitivement effacée. Au milieu de la fête joyeuse, avec de la musique live et de la nourriture abondante, Geneviève demanda le silence. Tout le monde s'arrêta immédiatement pour l'écouter avec attention et respect. Elle se tenait debout, à côté d'Antoine et de Jeanne, les 3 générations enfin réunies et visibles. « Je tiens à remercier profondément tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour célébrer avec moi, » commença-t-elle, sa voix ferme et claire malgré son âge avancé. « J'ai passé de nombreuses années complètement invisibles, oubliées, croyant sincèrement que je n'importais à personne dans ce monde, mais j'ai découvert que j'avais toujours compté. Pour mon fils, qui portait inconsciemment mes souvenirs vivants en lui. Pour ma petite fille, qui m'a cherché sans même savoir qui j'étais vraiment. Et pour chacun d'entre vous, qui, même paralysé par la peur, avait gardé de précieux petits morceaux de la vérité jusqu'à ce qu'elle puisse enfin être complètement révélée. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement mes années vécues, mais je célèbre la vie qui m'a été rendue. Et je promets de l'honorer intensément chaque jour qu'il me reste. » Tout le monde applaudit avec émotion, beaucoup pleurèrent ouvertement, et la fête continua tard dans la nuit sous un ciel magnifiquement étoilé. Quand le domaine se tut enfin et que tout le monde alla se coucher, Antoine resta seul sur la véranda, regardant les étoiles infinies au-dessus. Jeanne le rejoignit peu après, apportant 2 tasses de thé chaud. « À quoi tu penses, tonton ?» demanda-t-elle doucement.
À la façon dont la vie peut changer si radicalement et si vite, répondit-il pensif. Il y a à peine 3 mois, je vivais dans un mensonge que je croyais confortable et vrai. Aujourd'hui, je vis dans une vérité qui est parfois encore inconfortable, mais qui est infiniment plus réelle. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. Moi non plus, acquiesça Jeanne avec ferveur. J'ai passé toute ma vie à me sentir incomplète, comme s'il me manquait quelque chose de fondamental. Maintenant, je sais qu'il ne manquait pas quelque chose. Il manquait des personnes. Il manquait une famille. Vous me manquiez. Ils restèrent là en silence, dans une complicité confortable, jusqu'à ce que Geneviève apparaisse à la porte, enveloppée dans un châle coloré. « Vous allez rester là toute la nuit à contempler l'univers où vous allez dormir ?» demanda-t-elle avec un sourire espiègle qui la faisait paraître des décennies plus jeune. Antoine rit sincèrement et lui offrit son bras dans un geste chevaleresque. « Allons dormir, maman. Demain, une nouvelle journée nous attend. » Et c'est vrai, acquiesça Geneviève avec une joie palpable. Nous avons tous les jours que nous voulons maintenant, parce que nous sommes enfin complètement libres. Libres de la peur, libres des mensonges, libres d'être exactement qui nous aurions toujours dû être. Ils entrèrent tous les 3 ensemble dans la maison, fermant doucement la porte derrière eux. Dehors, le domaine Sainte-Anne dormait paisiblement sous le ciel étoilé infini, ces terres bénies gardant désormais non seulement d'anciennes histoires de douleur et de silence cruel, mais aussi de nouvelles histoires de rédemption, de vérité courageuse et d'un amour qui avait miraculeusement survécu à des décennies d'oubli forcé. En fin de compte, ce n'est pas le pouvoir qui a sauvé Geneviève d'une mort certaine. Ce n'était ni l'argent, ni la position sociale. C'était le courage authentique d'une jeune femme qui a refusé de détourner le regard face à l'injustice. C'était l'honnêteté douloureuse d'un fils qui a consciemment choisi la vérité inconfortable plutôt que le mensonge confortable. C'était la force inébranlable d'une femme qui, même systématiquement effacée, n'a jamais vraiment cessé d'exister. Et là, dans ce domaine près de Bordeaux, 3 générations d'une famille brutalement brisée avaient enfin retrouvé le chemin l'une vers l'autre. Non pas pour effacer le terrible passé, ce serait impossible et malhonnête, mais pour l'honorer avec vérité, en tirer de profondes leçons et construire un avenir où personne d'autre ne serait oublié, où toutes les voix seraient clairement entendues et où la vérité, aussi douloureuse soit-elle au début, aurait toujours un espace sacré pour s'épanouir. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons sincèrement que l'histoire de Geneviève, Antoine et Jeanne a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage intense de retrouvailles, de vérité et de rédemption, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et émouvantes comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond et le plus vrai de l'âme humaine et nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Nous vous attendons avec impatience pour le prochain épisode.